Bonsoir à tous et merci de votre présence. Bonsoir Laurent Gounel. Bonsoir Carole, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à la librairie Dialogue. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons pour une rencontre avec le public brestois, mais je vais quand même revenir sur votre parcours car votre expérience personnelle et professionnelle, avant de devenir l'auteur que vous êtes aujourd'hui, est encore le fil qui guide vos romans, me semble-t-il. Donc après des études d'économie, vous êtes embauché comme cadre à la direction financière d'une grande entreprise, vous avez 23 ans. Très vite, vous réalisez que le chemin que vous aviez choisi n'est pas fait pour vous. S'ensuit ce qu'on peut appeler une crise existentielle qui vous amène à vous centrer sur vous-même, vos désirs profonds, vos croyances. Et loin d'être solitaire comme vous le pensiez, vous vous tournez vers la connaissance de l'autre, la psychologie, la philosophie, le développement personnel. Vous voyagez alors aux États-Unis, en Europe et en Asie pour vous former. Vous entreprenez des voyages initiatiques à la rencontre de sages. Vous devenez ainsi consultant en relations humaines dans les entreprises. Vous formez donc à votre tour à l'épanouissement au travail, à la recherche de sens. Parallèlement, vous commencez à écrire et vous rencontrez le succès avec L'homme qui voulait être heureux en 2008. Vos romans abordent l'estime de soi, la quête du bonheur, le rapport à l'autre et à la spiritualité. Et vous venez ce soir nous parler de votre 6e roman, Je te promets la liberté, paru le 17 octobre aux éditions Calman-Lévy. L'histoire de Sybil Cherdoun, qui a 10 jours pour sauver son poste et pas beaucoup plus pour retenir son compagnon. De tous bords, elle se voit critiquée pour sa personnalité. Une épreuve pour cette jeune femme volontaire, bien décidée à garder le contrôle de sa vie. C'est alors qu'elle retrouve un ancien copain de fac qui lui apparaît totalement épanoui, lui, contrairement aux souvenirs qui lui en restaient d'ailleurs. Et cet ami lui parle d'un homme mystérieux, capable de transformer sa personnalité. Quoique méfiante, elle décide de prendre rendez-vous avec cet homme. Laurent Gounel, qu'est-ce qui vous a inspiré ce point de départ, ce thème de la personnalité ? Eh bien, en fait, je pense que la personnalité est quelque chose qui nous est à la fois très familier et en même temps, c'est assez méconnu et c'est l'objet, je dirais, d'une forme de méprise. Je m'explique. En fait, on vient au monde avec notre personnalité. Vous savez, il y a eu longtemps un débat entre l'inné et l'acquis pour savoir finalement est-ce que la personnalité se développait en fonction du discours parental, oui, de ce que peuvent dire nos parents ou les personnes qui nous éduquent sur nous-mêmes. Est-ce que ça vient aussi de ce que l'on vit, des expériences auxquelles on a été confronté, ou est-ce que c'est inné, c'est-à-dire on arrive comme ça au monde. Et aujourd'hui, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont acquises, en effet, hein, on peut se bâtir, mais même adulte, d'ailleurs des croyances, ouais, sur nous, sur le monde, sur les autres. On sait néanmoins aujourd'hui qu'il y a une forme d'orientation de l'énergie au cœur de la personnalité qui est présente dès la naissance. Hein, et tous ceux parmi vous qui ont au moins 2 enfants doivent le savoir. Comme moi, je me souviens, la naissance de ma seconde fille, dès les premières secondes, j'ai pu voir avec mon épouse qu'elle n'avait pas la même personnalité que sa sœur aînée. Vous voyez, vraiment, c'était flagrant, quoi. Sa sœur aînée est venue au monde en criant, vous voyez, très très affirmée. Je me souviens, elle avait 1 heure quand le pédiatre est rentré dans la chambre à la maternité pour faire les examens de contrôle, n'est-ce pas? Donc il s'est agenouillé pour se mettre à la hauteur du berceau. Et en fait, elle l'a tellement fusillé du regard qu'il a eu un mouvement de recul, vous voyez. Et 12 ans plus tard, voilà, c'est une personnalité qui est affirmée, quoi, qui est toujours très, très déterminée, qui sait affirmer son point de vue et ses désaccords, quoi. Bon, sa sœur, elle est née quasiment en rigolant, super cool, super zen, et 9 ans plus tard, elle passe son temps à rigoler. Oui, très, très cool, très zen. Donc vraiment, dès les premiers instants de la vie, en tout cas de la vie extra-utérine, on manifeste notre personnalité. Donc elle est déjà là, on ne sait pas d'où ça vient.
Alors peut-être qu'elle s'est formée, c'est peut-être néanmoins de l'acquis, mais à ce moment-là de l'acquis pendant que le bébé est dans le ventre de la maman, c'est possible. Hein, ça, là, évidemment, on peut malheureusement rien expérimenter, rien prouver dans ce domaine. Toujours est-il qu'on vient au monde avec une personnalité qu'on n'a pas choisie. Voilà, c'est la nôtre. Et en fait, c'est la nôtre et on va la voir pour la vie. Alors, vous voyez, c'est là, on voit que c'est un roman, puisque ce personnage va donc changer de personnalité. Ben, nous, on ne peut pas, même si on le désire, changer de personnalité. On peut jouer, vous voyez, on peut jouer la comédie. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a, je sais pas, presque 30 ans. Là, ça passe vite. Quand je suis rentré dans la vie active, où j'ai pu me rendre compte assez vite que j'avais certains collègues qui étaient beaucoup plus performants que moi, et surtout, quand je dis plus performants, c'est surtout plus respectés quelque part. Vous voyez, moi, je me suis assez vite retrouvé à un poste de management, même si je n'étais pas du tout fait pour ça, quoi. Et donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'autorité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'avais des collègues dont je pouvais voir qu'ils avaient beaucoup plus d'impact sur les autres, plus d'influence, vous voyez. Donc évidemment, ça me faisait envie. Et à un moment donné, je me souviens avoir essayé de les singer un peu, oui, de me comporter comme eux, de faire comme eux. Sauf que ça marchait pas du tout. Vous voyez, ça trompait personne, en fait. Vous voyez. Et je pense que voilà, tout le monde, a commencé par mes collaborateurs, se rendait compte que non, ça sonnait faux. D'accord. Donc on ne peut pas changer sa personnalité. Et donc c'est un thème qui m'intéresse, notamment parce que il y a une autre dimension qui est assez pertinente, qui est qu'on a tendance à s'identifier à sa personnalité. C'est-à-dire, assez souvent, j'ai entendu des gens dire « mais j'y peux rien, je suis comme ça ». D'accord. Or, notre personnalité n'est pas nous-mêmes. Il y a une différence entre qui nous sommes, vous voyez, ce qu'on pourrait qualifier d'essence, hein, notre essence au plus profond de nous-mêmes, et notre personnalité. Et en fait, s'identifier à notre personnalité, c'est une erreur, parce que notre personnalité est, selon moi, ce qui nous éloigne de qui nous sommes. Vous voyez, je vais vous faire une confidence. Moi, où ma personnalité est organisée autour d'une problématique de peur. J'en suis pas fier, mais c'est comme ça, quoi. Il y a la peur au cœur de ma personnalité. Ça veut dire qu'aussi loin que remonte ma mémoire, et donc, y compris dans mon enfance, j'étais un enfant très peureux. Et même jeune adulte, j'étais vraiment aux prises avec la peur. J'avais peur d'à peu près tout, en fait. Donc, ma grande peur dans l'existence, c'était les autres. Moi, j'avais peur des gens. Mais ça ne s'arrêtait pas là. J'avais peur des araignées, j'avais peur des serpents, j'avais peur du vide, j'avais peur des bactéries, des maladies, j'avais peur je sais pas, des missiles soviétiques qui étaient tournés vers l'Europe à l'époque, vous voyez, quand j'étais jeune adulte. Donc j'avais peur vraiment de tout. Et j'ai réalisé un jour que, en fait, mes peurs m'empêchaient d'être véritablement moi-même. C'est-à-dire, en fait, si vous aviez dit à l'époque, Laurent Gounel est un homme peureux, à la fois vous auriez dit quelque chose qui se rapprochait d'une certaine vérité, et en même temps, vous n'auriez rien dit sur moi. Parce que qui j'étais était différent juste de mes peurs qui me paralysaient et qui m'empêchaient d'être moi-même. Et non seulement elles m'empêchaient d'être moi-même, mais elles m'empêchaient de réaliser ce qui me tenait à cœur. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, en fait, moi j'ai commencé dans la vie active dans le monde de l'économie, l'économie, des finances. Mais en fait, c'était pas du tout pour moi. Et pourquoi je m'étais dirigé dans cette direction? C'est en fait, quand j'avais 17 ans, parce qu'en France, on nous demande de choisir une orientation universitaire et donc professionnelle assez jeune, à 17 ans. À 17 ans, en fait, j'avais tellement peur des autres que j'avais pris soin de choisir un métier qui, le pensais-je en tout cas, allait me mettre à l'abri des gens. Moi, je me disais, bon, voilà, je vais m'orienter vers l'expertise comptable. C'était mon premier choix, même si j'ai bifurqué ensuite. Mais je m'imaginais être enfermé seul dans un bureau avec des documents, des papiers, une calculette. Je me disais, voilà, j'aurais la paix, mais en fait, parce que j'avais peur. Donc, c'était un choix par défaut. Mais je ne me rendais même pas compte. En fait, c'est avec des années de recul que j'ai réalisé que j'avais fait ce choix pour cette raison. Vous voyez. Donc en fait, ma personnalité m'avait éloigné de ce qui me tenait véritablement à cœur. Et j'ai découvert, mais par la suite, nettement plus tard, qu'en fait, j'étais attiré par les gens. Oui, ils me faisaient peur, mais en même temps, ils m'attiraient beaucoup. Donc j'étais attiré par l'humain, vous voyez, par la matière humaine. Et donc c'est des années plus tard que du coup, j'ai pu reprendre des études dans ce domaine. Donc ma personnalité m'éloignait non seulement de qui j'étais, mais aussi de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Alors, Sybille, quant à elle, travaille sur un bateau de croisière. Elle en est la directrice. Un bateau qui va à volo. C'est une des difficultés de son poste, de conserver le standing de ce bateau de croisière avec un espace vieillissant, une équipe un peu brinque-ballante. Qu'est-ce que nous dit ce décor de l'intrigue qui va s'y dérouler ?
En fait, il plante un décor qui est un décor du monde du travail. Vous voyez, ça se passe sur un bateau, mais ça aurait pu se passer ailleurs. Ça se passe sur un bateau, parce que pour moi, le bateau, c'est un peu une métaphore de l'existence. Vous voyez, on peut dans la vie soit se laisser un peu porter, finalement, sachant que par moment, bah, il y a des tempêtes, donc on peut être un peu chahuté. Et puis un bateau, ça peut aussi couler. Enfin, vous voyez, donc c'est un peu une métaphore de la vie, quoi. Et en effet, c'est un bateau en mauvais état. C'est pas vraiment un bateau de croisière, en fait. C'est un bateau qui reste à quai. Ça se passe à Lyon, vous voyez. Et il reçoit des gens. Ils font restaurant et puis aussi un peu spectacle. Puis parfois, il y a des croisières, mais des croisières oui, locales, du repas. voilà, le temps du repas, quoi, voilà. Alors, au cœur de cette intrigue, du coup, Sibylle rencontre Oscar Firmin, le représentant d'une mystérieuse confrérie qui détient le pouvoir d'introduire en elle une nouvelle personnalité par hypnose. Je fais ici un parallèle avec votre parcours, car ce désir de reconstruction de soi que vit Sibylle, vous l'avez vécu, exploré. Est-ce que, comme Sibylle, vous avez rencontré un mentor ou simplement un guide, un déclencheur, quelque chose qui a été déclencheur? Le déclencheur pour moi, c'était, j'ai envie de dire, la souffrance. En fait, c'était l'échec. C'est-à-dire comme j'étais pas à ma place sur le plan professionnel. À la direction financière d'une boîte, quoi. En fait, ça a engendré une crise professionnelle. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. J'étais malheureux comme la pluie. Alors j'ai essayé de survivre, de me maintenir la tête hors de l'eau quelque temps, mais bon, ça a tenu un temps, vous voyez. Et donc j'ai fini par me faire licencier, et c'était tout à fait mérité, hein, parce que j'étais pas très compétent dans ce que je faisais, comme je n'aimais pas ça. Moi, j'ai toujours eu du mal à me forcer à faire ce que j'aime pas dans l'existence. Donc voilà, grosse crise professionnelle, chômage, etc. Et surtout, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Donc avant de m'autoriser à suivre mon cœur pour aller vers ce domaine des sciences humaines qui m'attirait, quoi. Donc le déclencheur, pour moi, c'était ça, c'était une crise. Ce qui est parfois assez souvent le cas pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Hein, une crise, alors souvent on la vit plus tard. Pourquoi? Parce que assez souvent, quand on est jeune, on se retrouve vite sur des rails, soit qu'on a choisi, soit que nos parents choisissent pour nous, soit par les hasards de l'existence. Et puis finalement, ces rails peuvent nous amener assez loin. Et donc, assez souvent, les jeunes, alors, moi maintenant, les jeunes se posent des questions assez vite, je trouve, dans la vie. Mais en tout cas, pour ma génération, bon, on se retrouvait sur des rails souvent, et puis on pouvait y rester 20 ans. Mais les questions venaient à nous, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de questions sur le sens de la vie, sur nous-mêmes, sur ce qu'on a véritablement envie de faire dans cette existence. Et si on ne se pose pas les questions spontanément, de manière proactive, mais en général, elles viennent à nous par des crises. Alors, crise professionnelle, comme pour moi, même si j'ai eu la chance que ça arrive jeune, crise professionnelle, mais ça peut être aussi, vous voyez, je sais pas, par une maladie ou par une rupture personnelle. Donc c'est souvent par les crises en fait qu'on est amené à se poser ces questions. Alors c'est pas drôle dans l'instant, hein. Moi je rigolais pas du tout quand j'étais au chômage. C'est pas drôle dans l'instant, mais avec le recul, l'immense majorité des gens qui se sont heurtés comme ça à un mur se disent mais finalement c'était une chance, quoi. C'était pas drôle dans l'instant, mais ça m'a amené à réorienter mon existence, à faire les bons choix, ou même parfois tout simplement à apprendre à savourer la vie, quoi, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé, quoi. Alors votre personnage, Sibylle, de nature méfiante, voire peureuse, un peu comme vous, se laisse pourtant embarquer dans cette expérience étrange de l'hypnose et de l'exploration de différentes personnalités. L'hypnose est une technique maintenant assez répandue. Elle nous est au moins connue à travers des spectacles de divertissement, mais l'hypnose a également des vertus thérapeutique. Elle ne guérit pas d'un point de vue clinique, mais elle peut contribuer à la performance de certains soins, si je puis dire. Je ne suis pas spécialiste. Quelle est votre expérience, en tout cas, de l'hypnose, et pourquoi avoir choisi cette technique dans votre roman? Bon, pour le roman, c'était juste pour les besoins de l'intrigue, hein, parce qu'il fallait changer de personnalité. On se doute bien que c'est pas anodin, et donc voilà, j'ai pris le prétexte de l'hypnose pour que le changement opère. Moi, je me suis intéressé à l'hypnose il y a un peu plus de 20 ans. Je me suis formé à l'hypnose, mais l'hypnose, pas l'hypnose de spectacle, hein, pas l'hypnose de cirque, mais l'hypnose médicale, l'hypnose ericksonienne. Je suis formé aux États-Unis auprès d'un psy qui avait été lui-même élève de Milton Erickson, donc c'est le père de l'hypnose médicale. Et en fait, l'hypnose en soi n'est pas thérapeutique. Ce qui se passe, c'est que c'est juste un changement d'état de conscience. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le psy ensuite fait quand vous êtes en transe, quoi. Et là, il y a des choses absolument éblouissantes et tout à fait passionnantes que faisait notamment Erickson.
Je me suis formé à ces approches. Et Erickson, c'était un psychiatre américain qui est mort en 1980 et qui avait une caractéristique, c'était qu'il obtenait de ses patients des changements positifs dans leur vie en leur racontant des histoires. Vous voyez pourquoi je me suis intéressé à ça, quoi. Et donc toute la question était comment il construisait ces histoires pour obtenir des changements. Donc c'est quelque chose qui m'a passionné et une question que j'ai beaucoup creusée il y a une vingtaine d'années. Alors, un thème important de ce roman également, c'est, certains d'entre nous le connaissent peut-être, l'énéagramme. Votre roman y fait référence en décrivant nos différentes attitudes face aux circonstances de la vie. Est-ce important, selon vous, de connaître ces schémas? Il y en a 9. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors oui, Carole, ça me semble vraiment très important de connaître sa personnalité, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, la personnalité est plutôt quelque chose qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes. Alors, il n'y a pas que du négatif, hein, c'est-à-dire la personnalité a une fonction, sinon on n'en aurait pas. Je pense que la vie est quand même assez bien faite. La personnalité nous permet de trouver un équilibre dans l'existence. Elle nous permet de trouver un équilibre. Pourquoi? Parce que finalement, quand on vient au monde, on est projeté dans l'univers qui est quand même un vaste ensemble assez chaotique, en tout cas qu'on peut voir comme tel, et dans lequel on doit évoluer, on doit trouver ses marques, on doit se trouver, parvenir à communiquer, à se positionner par rapport aux autres. Donc c'est quand même assez effrayant pour un petit enfant, quoi. Et la personnalité, c'est quoi finalement? C'est un peu comme une paire de lunettes à verre déformant. Donc la personnalité nous permet de comprendre le monde et de nous adapter. Donc c'est très bien. Donc on développe ensuite des sortes de stratégies pour évoluer dans le monde, pour avoir des relations avec les autres, vous voyez. Et on ne réalise pas simplement que ces stratégies qu'on développe sont basées sur des croyances, vous voyez, que l'on a sur soi, sur le monde, sur les autres. Donc qui ne sont pas la réalité. Donc c'est vraiment comme des verres déformants. Et on ne sait pas qu'on a devant nous ces verres déformants. C'est juste qu'ils sont pratiques parce que ça nous permet de comprendre. Alors parfois ces filtres peuvent être étiquetés de façon assez négative, ce qui est mon cas, puisque j'ai une personnalité centrée sur la peur. Ça veut dire que moi, les filtres que j'avais, les verres déformants que je pouvais avoir étant jeune, étaient des verres plutôt négatifs sur le monde. Je croyais que le monde était dangereux. À la limite, moi, je n'avais pas conscience d'avoir plus peur que les autres. J'avais plus conscience d'être conscient des dangers. Donc pour moi, le monde était naturellement dangereux, donc j'étais très doué pour repérer tous les risques réels ou potentiels dans une situation et de développer des stratégies pour me protéger. Vous voyez, donc pour moi, j'étais juste quelqu'un de rationnel. Je ne réalisais pas que j'avais des verres déformants, c'est-à-dire que je voyais plus de dangers qu'il n'y en a réellement, et puis surtout que j'avais une attention sélective, c'est-à-dire que j'avais tendance à voir les dangers et pas voir le reste. Alors qu'évidemment, dans le monde, il y a certes des dangers et des menaces, mais il y a aussi plein d'autres choses. Vous voyez, je mettais mon attention seulement dessus. Mais pour d'autres parmi nous, là, aujourd'hui, vous allez avoir une personnalité qui va être fondée, je sais pas, par exemple, sur une problématique de colère, qui sera complètement différente et qui vous donnera d'autres filtres. Vous voyez, par exemple, vous allez repérer tout ce qui est à corriger, ça va vous donner envie de contrôler les situations, ou tout ce qui ne va pas dans le sens de ce que vous attendez, et qui va vous mettre en colère. Vous voyez, ou vous allez repérer, je sais pas, des imperfections, c'est encore un autre type de personnalité, et vous allez dépenser des trésors d'énergie pour améliorer les choses, pour que le monde devienne un peu plus parfait, parce que ça va être votre obsession. Vous voyez. Puis vous pouvez avoir aussi une personnalité centrée sur une problématique d'image. Et vous serez très sensible à ce moment-là au regard des autres. D'accord? Donc, ce qui va vous amener à vous interroger sur la façon dont vous vous comportez, y compris même sur votre apparence, voyez, sur tout ce qui est image. Et ce sera très important pour vous. Donc, importance accrue donnée au regard des autres. Et en fait, donc, toutes ces personnalités sont basées sur un regard qui est un regard biaisé de la réalité, mais on ne réalise pas que ce regard est biaisé. C'est à chaque instant, on pense ce que l'on voit est la vérité. Donc ça nous renforce un peu dans nos croyances. Ça, c'était même le thème de mon premier livre, L'homme qui voulait être heureux. Et finalement, pour être épanoui dans la vie, une fois qu'on a trouvé cet équilibre offert par la personnalité, alors on ne peut pas changer de personnalité, on l'a dit, mais un travail intéressant consiste à affiner nos verres, vous voyez, pour qu'ils soient le moins déformants possible et être le plus possible en contact avec la réalité. Donc si vous avez comme moi une personnalité centrée sur les peurs, apprendre à voir autre chose que les dangers dans la vie, et donc développer une confiance en vous, une confiance dans les autres, une confiance dans l'existence. Si vous avez une problématique de colère, mais apprendre à développer une certaine sérénité, vous voyez,
qui sera très salutaire, hein, et très, très appréciable pour vous. Puis si vous avez une problématique d'image, hein, pour rester dans ces 3 exemples, eh bien, apprendre à lâcher prise sur le regard de l'autre, et puis réaliser qu'on vous aime quand même si vous échouez, même si vous n'êtes pas super bien habillé, etc., etc. Vous voyez. Du coup, j'en ai oublié votre question. C'était sur les différentes personnalités, donc je crois que vous Ah avez oui, répondu voilà, tout à fait. ok, sur l'énéagramme. Alors, pour comprendre les personnalités, parce qu'il y a évidemment autant de personnalités qu'il y a d'êtres humains sur Terre, mais il existe des modèles qui nous aident à se comprendre et à mieux comprendre les autres, qui sont des modèles de typologie, oui, qui nous offrent des types de personnalités, des grandes familles de personnalités. Alors, j'ai longtemps été assez allergique au modèle de typologie, parce que moi, je connaissais surtout ceux qui étaient employés dans le monde de l'entreprise, et notamment du recrutement. Et je déteste l'idée qu'on mette les gens dans les cases, vous voyez, parce que les modèles utilisés en entreprise sont souvent, pas toujours, mais souvent des modèles de typologie de comportement. C'est-à-dire, en fait, on va classer les gens en fonction de la façon dont ils se comportent. Alors, vous êtes extraverti ou introverti, alors on va vous classer comme ci ou comme ça. Et j'aime pas du tout ça, quoi, parce que je trouve que c'est enfermant, quoi. Et moi, je me suis intéressé à un modèle qui s'appelle le modèle de l'énéagramme. Hein, ça vient du grec, ça signifie 9 points, donc 9 types de personnalités. Et ce qu'il a de pertinent, ce modèle, c'est que c'est un modèle d'intention et non pas de comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on va adresser des familles de personnalités basées sur l'intention à l'origine du comportement. Et ce n'est pas enfermant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la même intention peut produire une infinité de comportements possibles. Mais quand vous êtes dans la peur comme moi, bah vous pouvez, et c'était mon cas à l'époque, pour vous protéger, vous mettre à l'abri de ce qui vous fait peur. Et puis, par exemple, développer des stratégies comme de la gentillesse. Vous voyez, moi, j'avais la croyance que si j'étais gentil, on me taperait pas dessus. Vous voyez, donc ça, c'est une stratégie d'adaptation quand on a peur. Mais quand vous avez peur, vous pouvez, à l'inverse, développer une attitude plutôt agressive, oui, pour afficher une force avec la croyance, tout aussi erronée d'ailleurs, que qui s'y frotte s'y pique. Et que si vous montrez fort, eh bien, on va vous ficher la paix, vous voyez. Donc on voit qu'en fait, derrière une même intention, il y a une infinité de comportements possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'intention qui est à l'origine de nos comportements, parce que c'est ça qui nous permet de comprendre notre modèle du monde, finalement, et donc d'évoluer. Hein, si on part du principe que pour évoluer, il faut se libérer de sa personnalité, donc finalement se libérer de ses croyances, quoi. Donc l'énéagramme est un modèle vraiment pertinent. Puis ce qui est chouette par rapport à ce modèle, c'est qu'il est mystérieux. En fait, on ne connaît pas l'origine de ce modèle. Vous voyez, il n'y a pas un monsieur ou une madame énéagramme. On en a trouvé des traces chez Pythagore. Moi, par mes recherches, j'en ai trouvé des traces chez Évagre. Vous voyez, ça remonte au IVe siècle après Jésus-Christ, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant, et c'est un modèle très, très complexe et très riche. Alors pour finir, sans trop dévoiler les ficelles du roman, je voulais vous poser la question de la place de l'écriture dans la connaissance de soi. L'écriture est-elle selon vous un outil, un passage obligé dans la réalisation de soi ? Pour moi ou d'une façon générale ? D'une façon générale, puisque l'écriture, il y a une ficelle, je ne vais pas en dire plus sur l'écriture dans le roman, et l'écriture, bien sûr, pour vous, a une place importante, donc un petit peu des deux. Alors, pour certains, l'écriture peut être thérapeutique, en effet. Pourquoi ? Parce que ça permet de verbaliser les choses. Oui, ça permet de faire sortir, par exemple, des émotions refoulées ou des choses rentrées ou qu'on n'ose pas dire. Et tout le monde sait que c'est utile à un moment donné que certaines choses sortent, ouais, qui sont enfouies en nous et qui sont source de souffrance. Donc l'écriture peut être un moyen. Mais il y en a d'autres. C'est pas la seule voie, c'est pas un passage obligé. Pour moi, l'écriture n'est pas thérapeutique. Pour moi, l'écriture est un moyen de partage. Hein, c'est à partir du moment où j'ai souhaité partager des choses qui me semblaient utiles dans la vie que j'ai choisi de le faire par le biais de l'écriture. Ça aurait pu être par un autre biais, quoi. Donc pour moi, elle n'est pas thérapeutique. Elle vient après, je dirais. Il y a d'abord eu la thérapie, quoi, et ensuite j'ai pris la plume. L'expérience. Voilà. Pour conclure, je vous invite donc à découvrir ce roman. Hein. C'est une promenade dans le cerveau humain, en quelque sorte. Sibylle est un personnage attachant, tiraillé, mais allant de l'avant, altruiste et humble, à la recherche d'estime de soi. C'est un roman qui peut également se lire comme un guide vers la connaissance de soi et des autres. Et la métaphore du bateau me revient d'ailleurs comme la vie. Elle tangue, elle peut chavirer, mais chacun de nous a les ressources pour sortir la tête de l'eau et avancer. Je vous invite donc à cette belle promenade, bienveillante, rien que par son titre, hein, Je te promets la liberté. Merci Laurent Gounel. Merci Carole. Je vous en prie. Je vous invite à échanger avec Laurent Gounel. Je vous passe le micro si vous voulez bien lever la main.
pour Oui, poser vos questions. alors en effet, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour ça, donc profitez-en. Quoi. Et on peut en effet faire passer le micro dans la salle pour que tout le monde entende bien. La première question est toujours la plus difficile. Ah oui, c'est toujours la première et la plus dure. Bien. Donc n'hésitez pas. Moi, j'en ai encore, hein, mais je voudrais laisser la place aux curieux. Sur le choix du titre, par exemple... Ah, ça y est, Voilà. le monsieur... Voilà, un courageux. Le travail que vous avez fait, de ce que j'ai compris, vous l'avez fait surtout dans votre vie professionnelle, quand vous avez pris conscience de certaines choses. Est-ce que pour vous, c'est-à-dire avant, c'est beaucoup l'école qui vous formate là-dessus, qui vous aiguille, comme vous l'avez dit, vers des choses ou d'autres. Est-ce qu'avec le recul que vous avez, vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait changer aujourd'hui dans le système éducatif pour qu'on prenne conscience un peu plus tôt de qui on est et ce qu'on a envie de faire? Oui, c'est une super question, parce que c'est une question qui m'anime, puisque j'ai des filles qui sont scolarisées. Quoi. Oui, je pense qu'on aurait tout à gagner à intégrer au cursus scolaire une partie connaissance de soi. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, hein. Ce n'est pas forcément psychologie, puis le mot psychologie fait peur à certains d'ailleurs, mais en tout cas, oui, un travail de connaissance de soi et des autres d'ailleurs. Parce que je pense que la compréhension des autres est au moins aussi importante que la connaissance de soi. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai compris comme la personnalité de mon père après sa mort, ce qui est super triste, parce que ne le comprenant pas de son vivant, j'interprétais, c'est normal, hein, ses comportements et son attitude, notamment vis-à-vis de ma mère. Mais mes parents s'entendaient peu, quoi, ils se disputaient tout le temps. Quoi. Et je voyais ma mère un peu comme étant victime de mon père, enfin victime au sens figuré, hein, parce que il lui tapait pas dessus. Mais en tout cas, voilà, il y avait toujours des tensions à la maison qui étaient très pénibles. Moi, j'avais tendance à juger mon père. Pourquoi est-ce que je décodais ses paroles et ses attitudes en fonction de ce qu'auraient été ses paroles et ses attitudes si c'est moi qui en avait été l'auteur. Vous voyez, c'est là, je projetais ma personnalité sur lui. Je partais du présupposé qu'il fonctionnait comme moi. Vous voyez. Et, sauf que non, puisqu'on a tous une personnalité oui, différente. Quoi. Et c'est seulement après que j'ai pu comprendre ce qui animait ses paroles, ses positions, ses attitudes, ses comportements. Et du coup, j'ai compris en fait ce qui était des intentions qui étaient très différentes que de celles que je lui prêtais. Vous voyez. Donc on a vraiment tous intérêt à comprendre les autres. Ça éviterait beaucoup de conflits, je crois, ou ça fluidifierait, comment on dit? Oui, c'est ça, nos relations. Je suis un peu fatigué ce soir. Nos relations. Quoi. Et puis, bien sûr, la connaissance de soi, mais c'est la clé de tout. Hein. Vous savez que vous vous souvenez qu'au fronton du temple d'Apollon à Delphes, hein, il y avait ce fameux précepte écrit Connais-toi toi-même. Et c'est pas culturel en France, où on pratique pas trop l'introspection. Et pourtant, la connaissance de soi est essentielle pour avancer dans la vie. Donc oui, je pense que ce serait bien d'intégrer ça à l'école. Voilà, il y a plein de cours passionnants à l'école, hein, l'histoire, la géographie, les maths, le français. Mais je pense que la connaissance de soi serait vraiment bien. Et puis sans doute qu'il y aurait même des effets secondaires. Je pense que ça motiverait aussi les enfants peut-être pour approfondir un peu plus le français, parce qu'évidemment, c'est utile d'avoir une subtilité de langage pour comprendre ce qui se passe en nous. Et donc ça serait sans doute un levier de motivation qui rejaillirait sur d'autres matières. On dit souvent que tout se joue avant 6 ans, enfin les 6 premières années de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se corrige? Oui, rien n'est désespéré. Non, il y a beaucoup de choses qui se jouent avant 6 ans, parce qu'il y a en effet énormément de croyances qui se développent chez l'enfant sur lui, sur sa relation avec ses parents, sur le monde. Mais on peut changer, vous voyez, on peut changer beaucoup de choses, y compris des croyances limitantes. Enfin, vous m'auriez connu il y a une trentaine d'années, vous avez compris que voilà, on peut changer beaucoup de choses. Il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard pour éveiller notre conscience, vous voyez, pour retirer notre paire de lunettes, prendre conscience que finalement notre façon de se voir nous-mêmes, de voir les autres, de comprendre le monde n'est pas forcément la réalité, et se libérer de certains schémas de pensée. Simplement, c'est plus dur après. Vous voyez, c'est plus dur quand on fait ce travail étant adulte, ce que j'ai fait moi, que si on développe tout de suite dans l'enfance une vision positive de la vie, de soi-même, et qu'on développe de l'estime de soi. Voilà, c'est beaucoup plus facile.
Mais de toute manière, vous savez, aucune enfance n'est parfaite, parce qu'aucun parent n'est parfait. Moi, je ne suis pas un père parfait, vous voyez. Donc j'induis aussi forcément, malgré moi, forcément, j'imagine, hein, un certain nombre de schémas négatifs chez mes filles, quoi. Alors j'en suis désolé, et pourtant je pense être assez conscient dans, dans mes actes, dans mes paroles et dans ce que j'induis, mais forcément, il y a des choses qui m'échappent, et forcément, elles auront une bonne raison d'aller voir un psy quand elles seront grandes. Et c'est pas grave, je dirais, vous voyez. Je pense qu'on a tous un travail sur nous à réaliser, et ça fait partie sans doute du chemin qui est le nôtre sur Terre. Donc voilà, c'est pas grave. C'est Paul Václavic qui était l'un des pères de l'école de Palo Alto dans le monde de la psychologie, qui disait souvent aux gens à propos de leurs problèmes, c'est désespéré, mais c'est pas grave. Est-ce que les grandes traditions religieuses, elles sont pour vous plutôt une voie... Est-ce que les grandes traditions religieuses seraient pour vous plutôt une voie de découverte de son être profond avec leur richesse, que ce soit littéraire ou autre, ou plutôt un frein? Ça peut être les deux. En fait, moi, je conseille souvent de faire un travail sur soi au niveau psychologique avant de se tourner vers le spirituel, parce que la spiritualité peut être aussi utilisée par l'ego, enfin par nous-mêmes, vous voyez, pour s'oublier finalement. Vous voyez, c'est là, vous pouvez vous dire, non, mais il y a Dieu et moi, je suis connecté à Dieu, et donc je m'oublie, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes difficultés dans la vie, parce que je me tourne vers l'au-delà, vous voyez, vers Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, quoi. Et donc ça, c'est dommage, parce que si on est incarné comme ça pour 80 ou 100 ans, on ne sait pas combien, enfin, un certain temps, on va dire, sur Terre, je pense qu'on a au moins une mission qui est de bien vivre cette vie incarnée. Pour bien vivre cette vie incarnée, c'est nécessaire de travailler à un niveau psychologique pour se libérer d'un certain nombre de problèmes qu'on peut tous avoir. Vous voyez, on a tous des difficultés qui sont liées notamment à des raisons psychologiques. Et donc, on doit travailler au niveau psychologique pour s'en libérer. Ça ne prend pas forcément 15 ans. Vous voyez, on a un peu en France une image d'Épinal qui est restée, qui vient de la psychanalyse. On s'imagine passer 15 ans sur le divan d'un psy. Il y a d'autres approches aujourd'hui qui sont venues en France, qui sont plus efficaces souvent même que la psychanalyse, et en tout cas plus rapides. Il y a plein de thérapies brèves qui existent à base de PNL, d'énéagramme par exemple. Il y a plein de choses que vous connaissez sans doute ou que je vous laisse découvrir, quoi. Donc c'est utile d'entamer ce travail qui peut prendre juste 2-3 ans, vous voyez, et puis à partir du moment où vous vous sentez à peu près bien dans vos baskets, vous voyez, pas besoin d'être un sage abouti, mais à peu près bien dans vos baskets, à ce moment-là, la spiritualité est vraiment intéressante. Et c'est souvent assez naturel d'ailleurs, de se tourner vers ce qui nous dépasse une fois qu'on a travaillé sur soi, parce qu'on s'intéresse moins à sa personne une fois qu'on a résolu nos problèmes. Moi, je constate en général déjà qu'on se tourne plus spontanément vers les autres, donc, et l'amour qu'on peut avoir pour les autres est plus sain, d'ailleurs, une fois qu'on a appris à s'aimer soi-même. Et puis au-delà des autres, on s'intéresse à ce qui nous dépasse, c'est-à-dire on s'intéresse à notre place dans l'univers, et donc on se tourne vers des questions spirituelles. Et oui, à ce moment-là, les approches, les différents courants religieux peuvent être une aide. Ça dépend comment ils sont vécus, ça dépend aussi qui nous guide dans cette voie. C'est-à-dire ça peut être aussi bien, ça peut mener à un éveil, et ça l'a été pour beaucoup de gens dans toutes les traditions religieuses, tout comme ça peut mener à un enfermement. Vous voyez, ça dépend vraiment de la façon dont c'est mené. Donc là, il n'y a pas une réponse absolue dans ce domaine. Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est donc la crise est arrivée vers moi et donc c'est là où j'ai pu me poser des questions sur le sens de la vie et je suis en plein dedans en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai connu vos livres et je trouve formidable, donc merci pour ces écritures. Je ne les connais pas tous. Donc la première question c'est en fait comment vous viennent les idées que vous développez dans ces livres. Pourquoi tel sujet plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la société? Enfin, voilà. Ce livre, je ne l'ai pas encore lu. J'ai l'impression que c'est un peu parce qu'il se passe dans la société. Donc voilà. Et puis, une autre question, par mon introspection, je suis plutôt dans les profils atypiques et je suis complètement d'accord avec vous. Je ne supporte pas qu'on mette les gens dans des cases. Ce qui fait la richesse des personnes, c'est la diversité et c'est l'ouverture d'esprit. Et donc par cette introspection, j'ai découvert, me concernant en fait, la zébritude, la douance. Et est-ce que c'est un sujet
dont vous allez parler peut-être dans un autre livre à venir ou pas. Voilà. Ok. Mais en fait, les sujets viennent à moi, je dirais, quand je réalise que je suis un peu obsédé au quotidien par un sujet. Donc, quand ça m'anime, quand j'y pense la nuit, je sais que voilà, c'est un signe pour moi qu'il est temps que je prenne la plume pour en parler. Vous voyez. Donc, ça correspond en général à des sujets que j'ai visités dans le passé. Vous voyez. L'énéagramme, par exemple, je me suis formé à l'énéagramme il y a 20 ans. Et ça faisait, en fait, depuis que j'écris, ça fait à peu près 10 ans que j'ai envie d'écrire dessus. Mais simplement, c'est assez complexe d'aborder cette question, donc il m'a fallu 10 ans pour trouver la bonne histoire qui allait la porter. Donc les sujets viennent à moi, et alors maintenant peut-être que je suis en effet, sans doute d'ailleurs influencé par ce qui se passe dans le pays, dans l'air du temps, parce que je suis comme tout le monde, voilà, dans la vie, quoi, vous voyez, et je trouve que les idées d'ailleurs sont intéressantes quand elles servent la vie. Vous voyez, quand elles s'inscrivent dans la vie. C'est aussi pour ça, par exemple, que j'écris pas enfermé dans un bureau. Moi, j'écris dans un café. Vous voyez, j'ai pour le besoin d'être au milieu de la vie, d'être entouré de gens, et j'aime bien quand il y a des conversations tout autour de moi. Et c'est à ce moment-là que je me sens porté. Vous voyez, donc je pense que je m'imprègne un petit peu de ce qui se passe autour, même si j'écoute pas spécialement les conversations quand je suis en écriture. Évidemment, c'est compliqué, mais je m'imprègne d'une certaine énergie. Alors, est-ce que j'écrirais sur le thème que vous avez évoqué, sur la zébouitude je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce que je ne planifie pas, vous voyez, je suis vraiment à l'écoute de mon ressenti et de ce qui émerge. Donc peut-être, je ne me l'interdis pas en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, je vous laisse passer le micro, s'il vous plaît. Ouais, on va faire le tour. Pardon. Juste au travers de votre parcours, est-ce que vous avez vaincu toutes vos peurs? Alors, j'ai pas vaincu toutes mes peurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours, j'ai toujours une personnalité qui est organisée autour de la peur. Donc, je me suis libéré de beaucoup de mes peurs. Mais je sais que c'est présent, si vous voulez. Je peux vite être ramené dedans. Par exemple, par une mauvaise nouvelle à la radio. Je suis à la radio parce que j'ai pas la télé, mais il y a quand même à la radio de mauvaises nouvelles. Et donc, s'il y a quelque chose qui a un écho en moi, alors moi mes peurs aujourd'hui restent essentiellement centrées sur l'avenir de l'humanité par rapport à l'état de la planète. Je m'en fais pas pour la planète, parce que la planète nous survivra. Et je pense que les écologistes font une erreur de marketing, je dirais, en parlant de sauver la planète. La planète existait avant nous, elle existera après, donc je me fais pas de soucis pour elle. Ce qui est plutôt en cause, c'est les conditions de la vie humaine sur Terre. Vous voyez. Et donc là, il y a un vrai souci, hein. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Donc ça m'inquiète, honnêtement. Donc j'ai des peurs quand même assez fortes par rapport à ça, même si je veux être optimiste. Je pense qu'il y a un éveil des consciences qui apparaît en ce moment. Et donc la question, c'est est-ce que cet éveil des consciences va se généraliser suffisamment vite pour qu'on puisse tous, chacun, faire évoluer nos comportements pour que ça change les choses. Vous voyez, nos comportements de consommation, nos comportements de choix de voyage, notamment. Pendant qu'il en est encore temps. Donc oui, j'ai des peurs par rapport à ça, mais en même temps, je sais que si je me laisse gouverner par mes peurs, eh bien, ça n'apporte rien. Vous voyez, c'est vain, quoi. Ça apporte dans le mur. Et même pire, je dirais, les physiciens quantiques savent qu'un observateur influence ce qui est observé, ce qui peut sembler un peu bizarre, vous voyez. Mais si on met notre attention sur les dangers et sur ce qui ne va pas, eh bien, en fait, ce qui ne va pas va prendre de plus en plus d'importance dans nos vies, quoi. Et donc c'est utile, non pas de se mettre la tête dans le sable, hein, il n'est pas question de ça, mais c'est utile de mettre notre attention sur ce qui va bien. Et par exemple, oui, sur ce sujet, c'est utile d'être conscient de toutes les initiatives qui existent et de toutes ces belles choses qui existent dans le monde, toutes ces belles initiatives, parce que le fait de mettre notre attention dessus, déjà, ça nous donne envie de les rejoindre, donc de faire pareil, hein, il y a un mimétisme, ça nous donne aussi envie d'en parler, et c'est en parlant qu'on va donner envie à d'autres personnes. Donc là, vous voyez, la solution, elle est vraiment là, quoi. Donc quand je sens que les peurs en moi sont activées, puisque la structure de ma personnalité est toujours là, eh bien en fait j'en prends conscience et je réalise à ce moment-là qu'il vaut mieux que je me tourne vers les solutions plutôt que vers le problème, quoi.